On se retrouve dans un nouvel update lecture qui est un peu sur le thème de Noël. Alors je vais vous parler des lectures que j'ai faites depuis début décembre. Donc ça remonte pas mal. Il y a 4 livres en tout, 3 courts romans et un gros coup de cœur, une de mes meilleures lectures de cette année. Encore une fois, donc on va commencer tout de suite. Au début du mois, j'étais dans un mood très SF et je voulais lire des courts romans de science-fiction parce que j'avais pas forcément le temps de m'investir dans un gros cycle ou un énorme roman de SF. Donc j'ai décidé de me diriger vers un auteur qui a fait des courts romans de SF, c'est Robert Silverberg. Et donc moi j'ai voulu lire L'oreille interne. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est de ne pas acheter cette édition parce qu'en fait la traduction est très mauvaise en français. Il y a plein de remarques misogynes, racistes qui apparemment ne transparaissent pas trop de base. Je vous conseille plutôt de lire la nouvelle édition qui est sortie aux éditions Folio SF, qui elle est bien meilleure et doit être revisitée. Enfin, pour l'instant, j'en sais rien parce que je compte relire ce roman dans cette traduction. Pour l'histoire de L'oreille interne, on va suivre David Selig, qui est un quarantenaire banal, mais qui a un pouvoir particulier, c'est qu'il est télépathe. Et en fait, tout ce récit ne va pas comporter de scène d'action ou quoi que ce soit, on va juste suivre David Selig tout au long de sa vie. Il nous raconte aussi son enfance, comment il a vécu avec son pouvoir, son adolescence également, son rapport aux femmes. J'en reparlerai plus tard, mais c'est un rapport très particulier qu'il a avec les femmes. Et aussi eh bien, le déclin de son pouvoir, parce qu'il s'avère que David Selig est de moins en moins télépathe. Et donc il va essayer d'accepter ça, le fait d'être un surhomme un peu et de redevenir un homme par la suite. Alors c'est un roman qui m'a beaucoup plu au début parce que l'écriture est très bonne. On avance à un bon rythme tout au long du récit. Et jusqu'aux 100 premières pages, c'est un récit qui fait un peu plus de 200 pages, donc à peu près la moitié du roman. J'avais beaucoup aimé en fait parce qu'on est intrigué, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et puis la vie de David Selig est intéressante en fait. Elle est intéressante et en même temps David Selig c'est un personnage que j'ai pas du tout aimé et c'est fait exprès durant tout le roman. C'est un personnage qui est très antipathique, qui a développé une sorte de renfermement sur lui-même quand il a développé ce pouvoir parce que oui, ok, il est télépathe donc c'est génial, mais il peut juste lire dans la pensée des gens et au final il connaît tous des gens avant de les avoir rencontrés, il sait tout ce qu'il pense, donc peut-être que ça lui a amené une certaine haine envers la société parce qu'il voit on a beaucoup de qualités évidemment, mais on a des pensées à chaque fois qui partent dans tous les sens, donc ça peut amener des pensées, comment dire, un peu nocives. Et c'est un personnage qu'on n'aime pas, il est antipathique, il est très misogyne. Et en fait, dans cette traduction, il n'y a que ça, pratiquement. La femme, elle est considérée que d'un point de vue sexuel tout le temps. C'est vraiment nul, évidemment. Et en plus, je pense que la traduction accentue ça pour le côté un peu aiguicheur et pour que ça se vende. Je pense que c'est ça. Parce que je sais pas si dans le texte original, il y a autant c'est ça, de misogynie et puis de remarques comme ça qui n'ont rien à faire avec le récit. Tu sors complètement du récit, tu te dis ouais, c'est beaucoup trop là, il faut arrêter. Et pareil pour les remarques racistes qui te font complètement sortir du récit. Moi j'étais énervé à un moment. À un moment dans ma lecture, j'ai arrêté, j'ai mis des stories comme quoi je disais que c'était n'importe quoi. Mais bon, apparemment c'est dans cette édition. J'aimerais bien que vous me disiez si vous l'avez lu dans la nouvelle collection Folio SF. Si vous l'avez lu, est-ce qu'il y a ces mêmes défauts parce que s'il y a ces mêmes défauts, c'est l'auteur et pas le traducteur. Là, j'en sais rien. Donc, au final, quand j'ai fermé le livre, j'ai pas voulu relire un autre livre de cet auteur, mais je vais le faire, évidemment, parce que déjà, il faut donner une deuxième chance, voir ce qu'il en est, et puis j'ai envie d'en découvrir plus au final de Robert Silverberg. Toute cette histoire de déclin du pouvoir et l'acceptation d'avoir un pouvoir qui disparaît, ça c'est très intéressant. Et en fait, tout au long du récit, on va suivre ça. Ne vous attendez vraiment pas à un récit d'action. On n'aura presque aucune action. Presque, parce qu'évidemment, il faut bien qu'il y ait un truc qui bouge un moment. Mais c'est surtout le récit de la vie d'un homme qui est télépathe dans notre monde ordinaire. Donc en plus de ça, c'est pas tellement le récit que je cherchais. Moi j'étais plus dans
un mood SF, et là on est plutôt dans du fantastique. Voilà, je ne sais pas si je vous le recommande ou non, parce que je n'ai pas eu la bonne lecture qu'il fallait pour vous le recommander ou pas. En tout cas, n'achetez surtout pas cette traduction. Par contre, je suis curieux, laissez-moi en commentaire si vous l'avez lu dans la nouvelle, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mon expérience pour ce livre n'est vraiment pas bonne, mais j'en lirai d'autres de l'auteur. Et ensuite, j'ai lu Métaphysique des tubes de Amélie Nothomb. Donc, comme pour tous les autres romans de l'autrice, c'est un livre qui fait 150 pages. Pour le résumer, en fait, on va suivre l'autrice. C'est un peu une autobiographie, mais de 0 à 3 ans. Donc, déjà, le récit est très original. En plus de ça, Amélie Nothomb, c'est une autrice donc, française contemporaine qui sort un livre par an depuis maintenant plus de 20 ans, je crois. J'avais lu simplement Cosmétique de l'ennemi de Amélie Nothomb, que j'avais bien aimé. C'était un dialogue en fait entre un homme et un inconnu qui vient s'asseoir à côté de lui à l'aéroport et qui se met à l'accuser de toutes sortes de choses. C'était vraiment un bon récit sur... je peux pas vous dire sinon ça spoil, mais il y avait beaucoup d'action pour le coup et c'était très sympa à suivre. J'avais passé un très bon moment de lecture. Et pour Métaphysique des tubes, c'est encore mieux. J'ai passé un très bon moment, mais je pense que c'est un petit coup de cœur quand même. Dans ce roman, on suit donc l'autrice de 0 à 3 ans et elle a un regard sur elle-même qui est très ironique. Elle a beaucoup d'humour, moi j'ai beaucoup ri durant la lecture de ce roman. Elle a un humour très particulier qui en fait ça fait ressortir son ego. C'est-à-dire que par exemple, elle se prend pour Dieu, elle dit mais comme je suis Dieu, logiquement, tous mes servants devaient se plier à mes volontés, en parlant de ses parents. Et en fait, c'est très drôle parce qu'elle joue là-dessus, et beaucoup de critiques disent que Amélie Nothomb se la pète, en quelque sorte. Mais je trouve pas, c'est juste son humour qui est fait comme ça. Et moi, je trouve ça super drôle, c'est pas du tout du premier degré, au contraire, il faut le prendre comme du second, sinon c'est sûr, on se dit... elle se la fait carrément, mais pas du tout. C'est vraiment de l'humour et c'est un humour que moi j'adore, donc ça a marché. Il y a vraiment des passages où j'ai rigolé à haute voix. Et dans le style et l'écriture, c'est très recherché, c'est très fouillé et en même temps c'est accessible. C'est ça qui est bien avec la plume d'Amélie Nothomb. Pour la première partie du roman, elle se considère comme un tube et elle va nous expliquer pourquoi. Ensuite, elle va être appelée la plante parce que ses parents voient que c'est un légume. En fait, elle ne fait rien, elle ne dit rien, elle ne pleure pas, elle ne crie pas, elle ne demande jamais rien. Elle fixe juste le plafond pendant 2 ans et demi de sa vie. Alors, on ne sait pas évidemment si c'est vrai ou non, mais en tout cas, c'est très bien raconté, c'est très drôle. Et c'est surtout la plume, moi, qui m'a beaucoup plus plu que dans Cosmétique de l'ennemi, parce que dans Cosmétique de l'ennemi, on n'est que sur des dialogues en plus. Mais là, il y avait une vraie recherche, je trouve, de très belles métaphores. Et ensuite, la vie d'Amélie Nothomb est quand même particulière. C'était une Belge qui a grandi au Japon, donc, parce que son père était consul, je crois, de la Belgique au Japon. Il était représentant de la Belgique au Japon. Et donc elle a grandi au Japon avec cette culture, avec ce mode de vie, avec sa gouvernante, Nishio-san, je crois, qui est une personne adorable qu'on découvre au fur et à mesure du roman. Et c'était hyper original. Euh, Elle décrit plein de petits passages de sa vie, comme ça, de sa jeune vie. Et c'est génial. Déjà, on a en plus, avec ce cadre du Japon, la plume d'Amélie Nothomb qui est très recherchée, fouillée et en même temps pleine d'humour. Moi, ça a été un vrai petit coup de cœur, mais je pense que c'est un coup de cœur au final parce que j'ai énormément apprécié ce qui est dit en seulement 150 pages. Je trouve que c'est un roman très riche et peut-être que c'est un des meilleurs de l'auteur. En tout cas, moi j'ai adoré. J'ai vraiment adoré et je continuerai donc de lire d'autres récits d'Amélie Nothomb. J'en ai plein à lire dans ma palle. Mais pour le coup, là, ça a été vraiment une très bonne lecture. Et comme l'oreille interne d'un point de vue SF m'avait beaucoup déçu, j'avais envie de me tourner vers autre chose pour sortir un peu de ce mood-là. Et Métaphysique des tubes, ça a très bien marché. Et je pense que c'est aussi une lecture qui peut vous sortir de petites pannes de lecture comme ça. Je vous le recommande totalement. Si vous ne connaissez pas l'autrice, commencez peut-être par celui-ci. Et je vous dis, si le côté humour second degré, ça vous plaît pas, par contre, je sais pas si vous aimerez les autres romans, je les ai pas lus donc je peux pas vous dire. Mais je pense que ça va se retrouver beaucoup dans son œuvre. Et en tout cas, là, c'était très drôle.
Bref, j'ai passé un super moment, c'est un petit coup de cœur et je vous le recommande fortement. Ensuite, vous l'avez vu dans mon dernier book haul, mais j'ai un auteur particulièrement qu'il faut que je lise en 2021. C'est Bernard Werber, parce que j'ai une quinzaine de ses romans dans ma palle. Et donc là, j'ai décidé de m'y attaquer. J'ai commencé par sa pièce de théâtre, Nos amis les humains. Donc c'est une courte pièce de théâtre, ça fait un peu moins de 200 pages. Et j'ai voulu commencer par un court récit pour voir un peu ce que l'auteur déjà disait, vous les transmettre dans ses textes et puis voir un peu aussi sa plume, même si au final j'ai découvert sa plume de dramaturge et pas celle de romancier. Je pense bien aimer la plume du romancier parce que celle du dramaturge en tout cas elle est très accessible. En fait dans Nos amis les humains on va suivre deux personnes, un homme et une femme, un scientifique et une femme dompteuse de tigres qui se retrouve enfermé dans un cube. Un cube en verre avec un plafond où il y a une trappe. Et en fait, la pièce commence où les deux personnages sont au milieu de la scène, dans ce cube, et ils vont essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont ici, ils ne savent rien du tout, ils viennent de se réveiller. Et voilà, on va les suivre, on va voir un peu, ils vont essayer de s'en sortir, mais il va y avoir toute une discussion qui va se créer entre eux aussi. Ça va amener une réflexion sur les humains et l'humanité, en gros. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je pense que le discours de Nos amis les humains se retrouve à la fin du récit, où déjà on a eu pas mal de retournements de situation. Déjà, ça c'est bien dans une pièce de théâtre, c'est qu'il y ait pas mal de petits retournements de situation comme ça. Il y en a deux, trois qui marchent bien. Ça, j'ai bien aimé. Par contre, ce que j'ai pas aimé, il y a pas mal de choses au final. Ça m'a juste fait passer un bon moment, cette pièce, mais vraiment, je l'ai déjà presque oublié. C'est un récit qui dure pas dans le temps, je pense. Ça se lit vite et puis on oublie. Parce que les personnages sont pas attachants. Je trouve que le professeur et puis la dompteuse de tigre, j'ai oublié leur nom carrément. C'est pas des personnages attachants, moi je les ai pas aimés. En plus, au début, on les présente un peu tous les deux, pas de la bonne manière, je trouve, pour qu'on s'y attache. Le professeur, il est là à essayer de draguer la dompteuse de tigre, il pense qu'à ça, alors que il y a peut-être autre chose à faire dans un cube en verre où tu sais pas où t'es. Et la dompteuse de tigre, on nous fait comprendre qu'elle est pas très intelligente. Déjà, ça m'a rebuté. C'est vraiment des personnages caricaturaux et dans le mauvais sens. Donc, bon. Ça, j'ai pas apprécié. Et en plus, tout ce qui s'y passe dans cette pièce, ça doit être intéressant à regarder. Et encore, je pense que c'est pas très. Je sais pas, je trouve ça un peu kitsch. Honnêtement, tout ce qui s'y passe, je trouve ça un peu kitsch, même si on s'attend pas à tout ce qui se passe. Tout ce qui est dit là-dedans, ça nous passe un peu au-dessus. Je trouve que, en plus, Werber, dans cette pièce, enfonce un peu des portes déjà largement ouvertes. Il parle de l'écologie, de l'humanité, de l'espèce humaine. Mais bon, c'est des sujets qu'on voit partout et il y a pas une. Je trouve qu'il y a une petite réflexion philosophique qui peut être intéressante si on lit pas de livres. Mais alors, à partir du moment où on a lu déjà quelques livres et que on a une base sur une réflexion déjà, sa propre réflexion, là, je trouve qu'il dit juste des évidences, quoi. Et donc, du coup, pour tout ce qui est côté discours sur les humains et l'humanité, j'ai pas retenu grand chose de ça. Sachant que c'était plutôt le discours principal de la pièce, j'ai l'impression, c'est ce à quoi on est amené, nous en tant que spectateurs. Et moi, j'ai pas réfléchi à la suite de ce roman. Ça m'a pas plus marqué que ça. Et évidemment, je tenterai d'autres romans de Werber. On m'a dit qu'il fallait pas s'arrêter sur cette pièce, que c'était pas la meilleure œuvre de l'auteur, et qu'il faut plutôt s'attaquer à ses romans dans les cycles notamment. Je pense que ma prochaine lecture de Bernard Werber, ce sera Les Thanatonautes et toute la pentalogie du siècle qui suit, donc l'Empire des Anges, et puis après la trilogie des dieux. En tout cas, Nos amis les humains, c'est sûr, ce ne sera pas un récit que je conseillerais pour découvrir Werber, une lecture divertissante tout au plus. Et enfin, la dernière lecture de cet update, c'est une lecture que j'ai faite parce que ça faisait longtemps que j'en avais envie. Et en fait, à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je me lance dedans. Je savais que ça allait être une grosse lecture, j'ai eu raison de ce côté-là. Et je pensais que ça allait être un coup de cœur, et j'ai encore eu raison de ce côté-là, c'est Hyperion, de Dan Simmons. Donc Dan Simmons, j'ai beaucoup de ses livres à lire dans ma palle, mais Hyperion,
C'est une saga de SF en 4 tomes, donc il y a Hyperion, la chute d'Hyperion, et ensuite Endymion, l'éveil d'Endymion. Il y a aussi 2 autres nouvelles que je lirai évidemment. Mais là, pour le coup, je me suis lancé dans le premier tome qui fait plus de 600 pages. Dès le début, il faut dire qu'Hyperion, c'est pas un roman accessible. Donc c'est un roman de SF, un space opéra, mais mélangé à plein d'autres choses en fait. Parce que Hyperion, je trouve que c'est un peu un recueil de nouvelles déguisé. On va suivre 7 pèlerins. 7 pèlerins dans un monde qui se situe bien après notre temps, en 2739 par là je crois. Sauf que évidemment on a colonisé beaucoup de l'espace suite à l'extinction de notre Terre, donc due à la création d'un trou noir par certains scientifiques. Tout cet espace qu'on a conquéri s'appelle l'hégémonie. Et dans l'hégémonie, il y a plusieurs mondes. On va suivre 7 pèlerins qui viennent de différents mondes, mais qui vont faire un culte au Gritch en fait. Et le Gritch, c'est une créature qui se situe sur la planète Hyperion. Le Gritch est un peu une créature qu'on adule, mais qu'en même temps on craint. Et donc ils vont faire un culte à ce dieu qui apparemment est fait pour détruire l'humanité. Et ces 7 pèlerins vont essayer de l'arrêter. En gros, parce que on va suivre plein d'autres intrigues et surtout les 7 pèlerins, durant ce voyage, vont nous raconter chacun leur histoire. Et je dis que c'est un recueil de nouvelles déguisées parce que les 7 histoires des pèlerins vont être très différentes. Par exemple, on va suivre un prêtre qui va raconter une histoire un peu horrifique, un commandant qui va raconter une histoire bourrée d'action, avec des combats de vaisseaux spatiaux, et aussi par exemple une histoire d'amour. Bref, c'est très varié, on suit toutes ces histoires. Au final, il ne se passe pas grand-chose dans le pèlerinage en lui-même et l'action présente, mais toutes ces histoires nous permettent de découvrir l'univers. J'ai vu beaucoup de critiques qui disaient qu'on est balancé sans rien savoir dans l'univers. Oui, c'est sûr, au début, dès le prologue, on a plein d'éléments qu'on ne comprend pas. Les portails d'Istrans, les vaisseaux torches, des holos, des extros, plein de choses comme ça. Et du coup, oui, on est plongé dedans sans rien savoir de l'univers. Et je pense qu'il faut un certain temps pour lire ce récit. On ne peut pas le lire comme une lecture facile qu'on prend comme ça, on lit quelques pages et c'est fini. Non, il faut quand même avoir un minimum de temps pour se plonger dans cette lecture. Moi, par exemple, j'ai voulu lire les 100 premières pages d'un coup, comme d'habitude. J'ai très bien fait parce que il faut un temps. Il faut un temps. Dan Simmons a une écriture très fluide, mais en même temps tellement riche. C'est bourré de détails, c'est bourré d'informations. Quand il n'y a pas d'action, ça peut aller un petit peu lentement, mais en même temps, il y a tellement de choses qui sont dites que ça reste toujours intéressant. Et aussi, je trouve que déjà l'auteur, rien que ça, il a une culture folle, il cite plein de choses, il nous parle d'histoire, de poésie, de science, et tout ça au même niveau. On a l'impression qu'il est calé sur tous les sujets. Et ça, j'ai adoré dans cette lecture. Hyperion, c'est déjà rien que ça, un roman riche pour tous ces éléments historiques, toute la construction de l'univers à travers ces 7 histoires. C'est monstrueux, je trouve. C'est un boulot, mais phénoménal. Et dire qu'il a fait 4 tomes sur cet univers, moi, j'ai été rien que par ça chamboulé par cette lecture, de savoir qu'on peut mettre autant d'informations dans un roman. Alors oui, on peut être submergé si on lit de temps en temps comme ça, 10 pages par 10 pages, on peut ne rien comprendre, mais en fait il faut vraiment un temps. Si vous voulez lire Hyperion, je pense qu'il vous faut du temps. Donc voilà pour ce qui est déjà juste de la richesse de l'écriture de l'auteur. Mais alors oui, l'univers est hyper complexe, hyper détaillé. Moi, j'avais jamais lu de gros romans de SF. Avant, j'avais lu des petits romans de 150 pages comme L'Oreille interne ou des romans maximum de 400 pages, et je m'en souviens plus. J'ai pas lu en tout cas de gros classiques comme Fondation ou encore Dune. Mais là, Hyperion, je trouve que c'est pas forcément la bonne lecture pour entrer dans les grosses sagas de SF. Peut-être qu'il faut lire Fondation avant, peut-être plus accessible, mais j'en sais rien. En tout cas, Hyperion, oui, c'est pas très accessible. Mais ça vaut le coup. Franchement, si vous hésitez à continuer, persévérer.
Là, j'en suis au deuxième tome, La Chute d'Hyperion, je viens de le commencer, j'en ai lu que 100 pages. Mais déjà, c'est hyper bien, c'est hyper riche et on poursuit cette histoire. D'ailleurs, j'ai vu que beaucoup de gens avaient lu ce premier tome et s'étaient arrêtés à ce premier tome. Je comprends pas trop comment on peut faire parce que je trouve que c'est une énorme introduction, un peu, je pense, comme le cycle de Fondation ou encore des robots d'Asimov, où j'ai l'impression que ces auteurs font toujours un recueil de nouvelles en premier tome, juste pour montrer plein d'histoires, mais surtout montrer l'univers dans lequel ils vont faire évoluer ensuite une intrigue principale. Et pour qu'on ait toutes les clés de cet univers, tous les mystères dans Hyperion, il y a énormément de mystères, les planètes limbiratiennes notamment, c'est un des plus gros mystères d'Hyperion, le Grich, c'est le plus gros des mystères, bref, il y a énormément de mystères dès le début, et tous ces mystères vont être exposés dans le premier tome, mais ensuite il va s'agir de les résoudre. Et je comprends pas trop comment on peut s'arrêter, surtout que la fin de Hyperion, c'est vraiment pas une vraie fin. Moi j'ai directement enchaîné sur le tome 2 parce que je trouve qu'on peut pas finir là-dessus. Ça m'a trop frustré de finir là-dessus en fait. J'ai tout adoré, il y a tellement de choses à dire. Les personnages aussi, c'est des personnages hyper riches, hyper bien construits. Je sais pas, on s'attache à eux. Moi je me suis attaché à tous les personnages de ce récit. Je trouve qu'il n'y en a pas un en dessous d'un autre qui est un peu moins bien abordé. Non, tout est crédible, tout est génial. C'est un énorme coup de cœur, je pense, un des plus gros de cette année de toute façon. Je pourrais en discuter des heures de ce livre parce que il y a des choses à en dire. Il y a plein de sujets abordés. Je suis hyper heureux d'avoir commencé ce cycle d'Hyperion, ce cycle d'un classique de la SF aussi. Je suis content d'apprécier ça et je sais que du coup je me lancerai vers Fondation Dune, tous les autres grands classiques. Je vais les dévorer parce que Hyperion, j'ai vraiment adoré. Et si vous ne l'avez pas lu et que vous êtes un fan de SF, lisez-le en fait. C'est juste génial. Dan Simmons, en tout cas, après Hyperion et après tout ce cycle, je pense que je lirai tous ses romans. Parce que, apparemment, dans chacun de ses romans, c'est ça. C'est une écriture très fouillée. En termes de connaissances, en fait, l'écriture est très fluide, hein, mais c'est au niveau des connaissances, je dis sur tous les domaines qu'il aborde, on a l'impression que c'est une encyclopédie parce qu'il connaît tout. Vraiment, en tout cas, il a fait énormément de recherches. Ouais, c'est un des meilleurs livres que j'ai pu lire de ma vie, je pense, avec tous les King. Et je trouve que oui, il y a une certaine similitude avec l'écriture de King parfois, notamment dans le côté horreur qu'il aborde dans la première nouvelle. En plus de ça, c'est un écrivain qui est très divers. Il a fait donc son cycle d'Hyperion en 4 tomes, son diptyque Ilium et Olympos, qui est apparemment, de ce que j'ai pu lire dans Hyperion, peut-être lié à toute cette saga. Mais il a écrit aussi des thrillers et des romans d'horreur. Donc j'ai hâte de voir tout ça et je vous reparlerai d'Hyperion dans une prochaine vidéo parce qu'il faut que je lise toutes ces sagas que j'ai adorées. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire et c'est déjà beaucoup, je pense. Donc voilà pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, à laisser des commentaires si ça vous a plu, si vous avez lu certains de ces livres et que vous avez un avis différent ou le même, enfin, dites-moi ce que vous en pensez et aussi passez de bonnes fêtes. Si on est toujours dans les fêtes au moment où je poste cette vidéo, ce qui n'est vraiment pas sûr. Je vous dis à la prochaine. Ciao.